Je pense que nous allons pouvoir prendre des questions dans la salle, mais puisqu'on a commencé avec le langage mathématique et qu'on a terminé avec la formulation de la logique dans la grammaire, je me demandais si on pouvait reconnecter les deux et peut-être poser une question à Alain Cohn. Où es-tu, Alain? Ah, pardon. Question, est-ce que dans la formalisation des mathématiques, tu as jamais ressenti la nécessité, ou le blocage plutôt, par la langue que tu es exprimé, et la nécessité de changer la langue pour pouvoir exprimer des concepts mathématiques que tu voyais? Disons, changer la langue, certainement pas. Par contre, faire une pause assez longue pour trouver le mot juste, oui. Et justement, je parlais d'Alexandre Grothendieck, il avait une capacité extraordinaire à nommer les choses. Et c'est vrai que malheureusement, ce qui se produit assez souvent en mathématiques, c'est que si on ne fait pas assez attention au nom qu'on va donner à un objet mathématique, ça va le suivre toute sa vie en fait. C'est-à-dire que le nom que le découvreur va donner à l'objet mathématique va en fait le suivre. Et si le nom est mal choisi, c'est assez malheureux. En fait, donc c'est un moment très délicat parce que c'est un moment où il faut arriver à avoir justement une connaissance du langage très très fine qui permette que le nom qui est donné à l'objet reflète les propriétés vraiment fondamentales de l'objet en question. Et ça, c'est pas du tout trivial. C'est pas du tout facile à faire. C'est un peu paradoxal, n'est-ce pas? Parce qu'il est censé avoir dans le langage un arbitraire du signe. Mais là, tu es en train de dire que le mot n'est pas du tout arbitraire, que le choix du mot est... Pas du tout. C'est-à-dire qu'il existe des mathématiciens qui donnent des choix de convenance, enfin, je veux dire, même des abréviations, où par exemple, il y a une condition en physique qui est appelée la condition KMS. Alors, c'est une condition qui est fondamentale, parce que justement, c'est une condition qui est reliée au temps de manière absolument formidable. Mais malheureusement, elle s'appelle la condition KMS. Alors, ça vient des noms Kubo, Martin et Schwinger, des initiales des noms qui l'ont découverte. Donc, c'est très, très malheureux parce que, je veux dire, là, la terminologie, c'est une terminologie de circonstance et elle ne traduit absolument pas la profondeur du concept qui est derrière. Donc, le langage est en fait extrêmement important. Et j'ai parlé des topos, mais je veux dire, Grothendieck a inventé les motifs, donc ça vous paraîtra très bizarre, mais je veux dire, et chaque fois, il a eu le mot juste, ce qui est incroyable, parce qu'on ne comprend qu'il a eu le mot juste que très longtemps après. Donc ça veut dire qu'il avait une profondeur de pensée, une intuition, en fait, du langage. Et quand il a écrit Récolte et semaille, par exemple, ce qui est extrêmement frappant, c'est que bien qu'il était de langue maternelle allemande, il a une connaissance et une manipulation du français qui est extraordinaire. C'est-à-dire, il écrit comme un écrivain, mais il arrive à transmettre par sa qualité linguistique un nombre incroyable de choses que normalement on n'arriverait pas à transmettre. Ça demande un art de l'écriture qui est absolument incroyable. D'accord, il y a une qualité littéraire dans Récolte et semaille qui est fabuleuse. Gérard Huet. Un danger toujours à utiliser un mot du langage courant qui va induire des propriétés parasites. Par exemple, le mot courbe évoque une continuité. Oui, mais enfin bon, je veux dire, au départ, les courbes étaient continues. Donc, je veux dire, c'est vrai que avec l'évolution, un terme mal choisi peut avoir des conséquences néfastes. C'est tout à fait vrai, tout à fait vrai. Mais bon, je veux dire, là, il faut vraiment faire confiance à la personne qui le découvre. Le problème aussi, c'est avec les connectifs de la langue. Bien sûr, oui, tout à fait. Bon, par exemple, je sais faire une preuve en anglais que je ne sais pas faire en français. Ça peut arriver, tout à fait. Ça peut arriver. Je sais démontrer en anglais que tout nombre entier est premier. Ça, c'est embêtant quand même. Il faudrait que ce soit seulement la moitié, on vous croirait, mais tous. Any integer is prime. Comment? Any integer is prime. Et donc, on utilise simplement l'identité logique, if P, then P, et la substitution avec P, any integer is prime. Et donc, if any integer is prime, par exemple 2, then any integer is prime, par exemple 4. Et
Et donc, on ne sait pas faire ça en français parce qu'on n'a rien comme eni dans la langue. Et eni est une quantification universelle dans les parties positives de la formule, parties covariantes, et une quantification existentielle dans les parties contravariantes. Donc c'est un piège terrible. Oui, bien sûr. Oui. Je vous propose peut-être d'élargir à la salle maintenant les questions, peut-être commençant par Monsieur Hanks. Attendez le micro juste une seconde, voilà. Bon, merci beaucoup à tous. J'avais une question sur les deux dernières présentations qui démontraient une affinité vraiment frappante. Et dans le cas de Jean-Noël, quand vous avez observé qu'en japonais, il n'y a pas de futur, mais l'idée est entrée. Mais en même temps, vous avez mentionné en passant qu'il y a 12 modes. Et alors, dans le cas de l'arabe, dans une discussion qui faisait vraiment écho pour moi de la même problématique et qui était limpide, vous avez aussi mentionné que comme il n'y a pas de copule, vous avez mentionné une futurité de certaines, de presque certaines, peut-être de nécessaires, je ne sais pas. Et l'idée qui m'est passée par la tête, c'est que dans ces langues qui manquent soit des copules, soit une future, mais qui sont riches en modalités, est-ce que le problème est la pluralité des futurs? Nous avons l'habitude de parler du futur. Mais dans une langue comme ça, parce que moi je travaille aussi dans le maya qui n'a pas de copule et qui aussi a des problèmes de temporalité importantes, il me paraît que ce que vous avez démontré, c'est que c'est pas peut-être l'absence de futurité, mais l'absence d'un futur, du futur, c'est-à-dire l'absence d'une future singulière, d'une notion singularisante du futur, puisque c'est soumis presque à la modalité qui elle-même est plurielle. Je vais commencer alors très simplement. Les 12 modes, c'est Vovin qui les distingue. Il y en a plusieurs en effet, mais c'est-à-dire il divise des modes en tenant compte de composés de suffixes. Donc, enfin, tout à fait, mais le fait est qu'il y a beaucoup la modalité japonaise est très riche, du japonais classique, j'entends. Ce que je vais simplement dire, et enfin peut-être répéter, c'est qu'évidemment, il manque un futur grammatical, mais la notion de futur a été importée. Vraiment, c'est ça qui est intéressant. On s'est débarrassé du support grammatical artificiel du futur qui vient indirectement, mais quand même de façon tout à fait traçable du sanskrit. Mais on s'en est débarrassé, mais on a gardé la catégorie du futur comme chose tout à fait séparée, de même en chinois. Voilà, c'est simplement. Puis nous reviendrons peut-être. Ajouter à ce que vous dites. Le seul point, c'est pour dissiper une obscurité de ma part, quand j'ai parlé de modalité, c'était vraiment là du côté de la logique. C'est-à-dire, c'est parfaitement grec, enfin c'est aussi arabe, et c'est dans bien d'autres langues, mais je ne parlais pas des modalités au sens grammatical, mais des opérateurs donc nécessaires et possibles en logique modale, simplement, c'était tout. Il y aurait beaucoup à dire, et là, vous intuitionnez plus que ce que j'ai dit, il y aurait beaucoup à dire sur le futur et l'arabe, mais c'est un autre sujet, parce qu'en fait, l'arabe, effectivement, ne distingue pas le présent et le futur comme le français, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des présents qu'on comprend comme des futurs, et il y a des marques d'hyper-futurs qui ont quelque chose de très artificiel dans la langue. C'est-à-dire qu'en fait, en arabe naturel, on fonctionne avec des aspects, et le présent et le futur se disent, si je puis dire, de la même manière, ou se comprennent de la même manière, parce qu'en fait, on ne comprend pas un présent et un futur, mais on comprend un aspect.